Bonjour, je vais parler de l'épisode de Krypton. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Mais vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce à quoi je m'attendais pour la série, telle qu'elle m'a été présentée dans le premier épisode. Des intrigues politiques, des manipulations, des putschs, voilà, des associations cachées au sein d'autres groupes, etc. Il y a vraiment tout ce que je veux. Et c'est ce que j'ai dit au premier épisode, c'est exactement ce que j'attendais d'une série Inhumans. Et on a le pouvoir théologique en place, donc le grand chef, la voix de Rao, qui essaie de manipuler le peuple. Alors là, il est un peu con parce que il se doute pas une seule seconde que le peuple, après leur avoir envoyé l'armée, ils sont pas très contents de le voir. Bizarre. Mais du coup, il a besoin d'un bouc émissaire, donc il demande à l'échelon en dessous, donc le pouvoir politique, on va dire, le pouvoir temporel, parce que lui, la voix de Dieu, littéralement, hein, la voix de Rao. Rao, c'est le dieu unique pour eux. Même s'il y a d'autres dieux, c'est un monothéisme. Justement, c'est un polythéisme. Mais au final, il n'y a qu'un seul dieu. En général, quand même, la religion de Rao, dans beaucoup d'adaptations, ça ressemble énormément au christianisme, parce qu'en plus, c'est le soleil aussi. Donc voilà, c'est littéralement le nom de leur soleil, Rao. Bref, il demande au pouvoir temporel de mettre en place un bouc émissaire. Ça tombe sur Zod, évidemment. Alors ce qui est marrant, c'est que la mère de Zod reproche à Segel, elle lui dit c'est de sa faute, alors qu'en fait, pas du tout. Pas une seule seconde en fait. C'est pas du tout la faute de Seg. Je veux dire, c'est même le contraire. Parce que Vex l'a choisi elle, en ignorant complètement ses liens avec Seg. S'il avait été au courant qu'elle avait des liens avec Seg, il aurait peut-être cherché à accuser quelqu'un d'autre ou à manipuler autre chose. Là, au contraire, il y est pas du tout au courant. C'est pour ça qu'il lui tape dessus. Il sait pas du tout qu'elle est liée à Seg. Donc c'est marrant qu'on lui reproche à Seg à lui, alors que pour le coup, c'est pas du tout de sa faute. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est désobéie aux ordres d'ailleurs. C'est le fait qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire, ça tombe sur elle. Bref, le pouvoir temporel, donc Vex, avec sa fille, qui veulent véritablement renverser le pouvoir théologique. Là, on comprend vraiment leur plan, puisqu'ils ont besoin de Seg pour avoir l'opinion publique, on va dire, le peuple, les Ranclès, et ils ont besoin de Zod pour avoir la guilde militaire. Une fois qu'ils ont les deux, ben oui, ils peuvent faire tomber Rao, enfin Rao, pas Rao, mais la voix de Rao. À chaque fois, Rao, je vois le frère de Kenshiro, moi. Donc ils ont besoin d'eux pour faire tomber le pouvoir théologique. De l'autre côté, ben, il y a la guilde militaire, justement, avec l'intrigue avec Laita Zod, qui est accusé à tort, sa mère qui essaie de la défendre, mais qui a un peu les mains attachées. Il y a donc les terroristes, Black Zero. On découvre une organisation secrète dans Black Zero qui utilise les terroristes pour combattre Brainiac avec des méthodes vraiment de fanatiques. Là pour le coup, parce que de Black Zero ils combattent le pouvoir religieux, l'autre là c'est un fanatique religieux quasiment, un peu du même acabit. Alors c'est plutôt un fanatisme politique, c'est un peu la même chose, franchement, il tue un de ses hommes sans aucune hésitation et sans aucune raison. Donc il est complètement taré. Il m'a un peu fait penser à So Guerrera d'ailleurs, dans le côté rebelle fanatique complètement taré. Et évidemment, il y a la menace de Brainiac, qui, du coup je vais attaquer par lui, qui est beaucoup plus subtil que ce qu'il laissait penser dans l'épisode précédent. Alors je pense pas qu'il ait prévu tout ce qui se passe dans l'épisode, mais quand même, je pense qu'il en avait préparé une certaine partie, vu que il prend le contrôle donc de la voix de Rao à travers la gamine de Ona, la gamine de celle qui a été infectée par Brainiac. Et comme à la fin elle dit arrêtez ma fille, arrêtez Ona, c'est-à-dire qu'il y a quand même un plan de Brainiac d'utiliser la gamine pour toucher le. Alors peut-être pas directement la voix de Rao, c'est pour ça que je dis, tout n'est peut-être pas préparé, parce que je pense que c'était pour toucher un dignitaire religieux, vu qu'apparemment la statue a une importance religieuse. Après, est-ce qu'il pensait pouvoir toucher carrément, directement le plus haut rang? Pas sûr. Mais je pense que son plan impliquait quand même d'utiliser ça pour toucher quelqu'un qui est lié avec l'église de Rao et remonter les échelons. Là, c'est un peu. Là, voilà, on avance un peu le scénario pour que tout de suite, il réussisse à toucher la voix de Rao. Qui, d'ailleurs, c'est marrant parce que lui-même utilise la gamine à son avantage pour essayer de se faire bien voir du peuple.
Ce qui d'ailleurs est une opportunité. C'est par opportunisme, c'est pas quelque chose de préparé. Il a l'opportunité d'utiliser la gamine, il le fait. Et j'ai l'impression que Brainiac fait un peu la même chose. Et là, il a l'opportunité de l'utiliser lui, il le fait. Parce que le drone a l'air d'être conscient, vu qu'il attend qu'il soit tout seul pour le contrôler. Et du coup, c'est-à-dire que là, Brainiac vraiment dirige Kandor, vu qu'il dirige le pouvoir théologique qui est supérieur à tous les autres pouvoirs. Et d'un certain côté, en fait, il unit un peu tout le monde contre lui. Alors, ils sont pas encore au courant, mais il y a ceux qui ignorent l'existence de Brainiac et qui, en gros, combattent la voix de Rao, Black Zero, la famille Vex. Même Zod, je pense qu'elle va. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si elle va rejoindre la famille Vex pour défendre sa fille. Ça, honnêtement, je suis pas sûr. Est-ce qu'elle va vraiment sauter le pas et le faire? Je sais pas encore, mais voilà. Il y a tous ceux qui ignorent Brainiac et qui juste veulent faire tomber la voix de Rao, mais qui maintenant est Brainiac, et tous ceux qui veulent faire tomber Brainiac et la voix de Rao et tout ça, c'est secondaire, qui du coup maintenant sont aussi contre la voix de Rao, même s'ils sont pas encore au courant. En fait, il vient d'unir un peu toutes les forces contre lui. Donc potentiellement, il y a une possibilité d'unir un peu tout le monde contre un ennemi commun. Là, vraiment. Sinon, le triangle amoureux, oui, je vais en parler. Alors, le quadrilatère amoureux, en fait, puisqu'il y a les deux hommes et deux femmes. Mais on va dire, je vais parler des deux triangles amoureux, c'est-à-dire les deux femmes avec Seg et Laita Zod avec les deux hommes. Je trouve que Seg avec Vex et Laita Zod, je trouve ce triangle plutôt bien géré. Parce que je suis pas un gros fan des triangles amoureux en général, mais là je le trouve plutôt bien géré parce que Vex ne le prend pas d'un point de vue sentimental. Elle reste dans une optique politique. Alors, pendant tout le début de l'épisode, j'étais pas sûr du fait qu'elle joue la comédie ou pas. Est-ce qu'elle essaie de manipuler Seg? Apparemment, quand elle lui a donné les cendres de sa famille, c'était pour le manipuler. Donc là, est-ce que c'était aussi pour le manipuler ou pas? Mais comme après, elle va voir son père en disant voilà, c'est toi qui as tout manipulé, tu t'as accusé Lightazod pour rien et tout. Là, on comprend que non, elle était sincère. Alors, il y a peut-être un petit peu de manipulation de Seg, mais elle devait être à peu près sincère quand même. Donc je pense que son attraction pour Seg, son affection pour Seg est sincère. Après, elle en a besoin politiquement, mais je pense quand même qu'il y a une certaine sincérité. Et sur le fait d'avoir un enfant aussi, je pense qu'il y a une sincérité là-dessus. Donc le personnage me plaît davantage. Au début, je pensais que c'était plus une manipulatrice qu'autre chose. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a une forme de sincérité là-dedans, ce qui rend le personnage beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, on arrive quand même à être en empathie avec elle. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça lui fait quand même du mal que Seg soit amoureuse d'une autre, mais politiquement, elle accepte la situation parce que politiquement, c'est dans son intérêt. Du coup, elle décide de pas faire une scène et tout. Elle va carrément jusqu'à aider Lightazod. Elle est prête à aider sa rivale. Et justement, c'est ça. J'avais peur que ça se passe en ah, du coup, comme il en aime une autre, je vais tout faire pour lui pourrir la vie à celle-là. Non, juste au contraire. J'ai besoin de Seg, elle. J'ai besoin de la famille Zod. Du coup, je vais passer au-delà de ça, même si ça me dérange, politique. Je mets la politique avant tout. Donc ce personnage m'est beaucoup plus sympathique tout d'un coup. Et de l'autre côté, il y a le triangle amoureux avec les deux hommes, où là, ben forcément, ces deux hommes, du coup, tout de suite, ils se tapent dessus. C'est un peu ça, quoi. C'est deux femmes qui sont en rivalité, elles peuvent discuter et tout. Deux hommes qui sont en rivalité, tout de suite, ils vont se taper dessus. C'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, Seg aussi, il a le coup de poing facile avec Adam Strange après, plus tard dans l'épisode. Et donc, c'est surtout le militaire là, qui s'emporte. En même temps, là, le personnage a été beaucoup plus développé dans les derniers épisodes que l'image que j'en avais dans le premier. Là, il avoue littéralement à Laita qu'il l'aime. C'est pas juste un mariage arrangé entre des familles. Il l'aime vraiment. Comme il dit, c'est pas juste de la loyauté ou du respect. C'est beaucoup plus que ça. Après, je trouve un peu abusé que la mère en veuille à Seg. Après, elle lui en veut parce qu'elle est convaincue que le fait que Laita ait désobéi aux ordres, c'est Seg. Là, pour le coup, elle a raison. Après, c'est pas la faute de Seg si elle est accusée. Donc, voilà, elle a raison et tort en même temps. C'est un peu. Elle pourrait lui laisser l'accès à sa fille d'ailleurs, parce que, aussi un truc, pourquoi ils mettent pas de caméra? Dans la cellule, il suffit qu'elle mette une caméra, elle laisse Seg parler à Zod, et elle regarde ce qu'ils se disent.
tout con, hein. On est, sur une autre planète avec plein de technologies. Il n'y a pas une technologie d'espionnage. Il n'y a pas de technologie pour espionner les gens et savoir ce qu'ils se disent. Ça pourrait être bien, ça. Et je vais terminer peut-être avec l'organisation à l'intérieur de Black Zero, qui est, je suis désolé, mais pleine de types complètement tarés. Le mec, il veut l'accord de Segel. Il brise la nuque d'un de ses hommes, sans aucune raison, devant lui, tranquille, et il pense qu'il va obtenir sa confiance. Bah, tu passes juste pour un taré. Et il est taré, d'accord? Mais je veux dire, c'est absurde. Pour essayer de gagner la confiance de quelqu'un, tu tues une personne sans aucune raison devant lui. Ah bah oui, maintenant j'ai envie de vous suivre. Ah bah oui, avant je croyais que vous étiez dangereux, mais là maintenant j'ai envie de vous suivre. Voilà, et je trouve aussi Seg réussit à être trop bien à s'en sortir par rapport à des militaires. Mais bon, j'accepte, hein, ça passe, mais normalement c'est des militaires entraînés, lui c'est un gamin des rues. Il fait partie maintenant du conseil scientifique. J'ai du mal à croire qu'il réussisse à battre des militaires comme ça. Et du coup voilà, il s'enfuit de la base, il est en mauvaise posture. Mais je me dis qu'il pourrait utiliser sa connaissance justement en réussissant à s'échapper, il peut peut-être amener les autorités à la base de Black Zero et s'en servir comme levier de pression pour faire libérer Zod. C'est une possibilité. Donc bref, voilà, très bon épisode, très bonne série en général. C'est exactement ce que j'aurais voulu d'une série Inhuman, c'est-à-dire des manipulations politiques, un peu dans tous les sens. C'est pas trop compliqué non plus. Il y a suffisamment de parties en jeu pour que ce soit intéressant, mais il n'y en a pas trop non plus pour que ce soit confus. En plus, ils ont tous des objectifs quand même assez clairs. Il n'y a pas de plan trop compliqué ou quoi que ce soit, c'est tout assez clair. En même temps, ils sont plus ou moins subtils. Par exemple, Brainiac, il avait l'air d'avoir un plan assez barbare, on va dire. On fonce tout droit, on détruit tout sur le passage. Finalement, c'est plus subtil que ça. D'ailleurs, techniquement, l'invasion de Brainiac a commencé, du coup. Et même, elle a quasiment réussi, vu qu'il vient de prendre le contrôle de l'autorité suprême de la ville. Donc la bataille est quand même en sa faveur, là, à ce moment-là. Donc il n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné une grosse bataille, là. Voir comment il va faire, justement, maintenant que Brainiac contrôle l'autorité théologique de la ville, comment est-ce qu'il va s'en servir? Est-ce que les autres vont s'en rendre compte? Donc, parce que en plus, la femme vient de parler de sa fille. Du coup, en tant que spectateur, tout de suite, on comprend quand ça dit arrêtez Onna. On comprend tout de suite que, attends, sa fille est infectée par Brainiac. Alors apparemment non, mais elle portait sans le savoir un drone de Brainiac. Mais tout de suite, tu dois dire, attends, Onna, elle doit avoir un lien avec Brainiac, vu que sa mère a dit qu'il fallait l'arrêter. Et en même temps, elle a été prise comme disciple par la voix de Rao. Est-ce que Brainiac aurait pas réussi à contrôler la voix de Rao? Moi, tout de suite, je pense que je suis pas le seul, hein, dès qu'elle dit arrêter ma fille, tout de suite, j'ai compris que Brainiac allait essayer de contrôler la voix de Rao. Donc les personnages devraient pouvoir y penser quand même à un moment ou à un autre. Là, Adam a l'air beaucoup plus préoccupé par le fait de trouver Seg, mais ça serait bien qu'à un moment ils réfléchissent et qu'ils se disent tiens, la voix de Rao, peut-être qu'il y a quelque chose. Et dernier point en parlant d'Adam Strange, quelle est l'anomalie temporelle qui fait qu'il a besoin de venir ici? Parce qu'honnêtement, tout ce qui se passe, on aurait pu le faire sans le voyage temporel, sans Adam qui revient du futur. Donc la question c'est qu'est-ce qui, dans le futur, a provoqué une anomalie temporelle qui justifie la présence d'Adam Strange? Et est-ce qu'il y a vraiment une anomalie temporelle? Est-ce qu'il est là pour une autre raison? Voilà, quelle est la véritable raison de sa présence ici? Parce que moi, la seule variable qui me restait, c'était peut-être la voix de Rao. Je me disais, c'est peut-être la voix de Rao qui a un truc. Et là, non, clairement non. Vu que maintenant, c'est devenu un pion de Brainiac. Donc, clairement, c'est pas lui l'anomalie temporelle. Donc, quelle est l'anomalie temporelle? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui a modifié un événement peut-être encore plus lointain et qui maintenant ne serait plus là? Donc voilà, ça c'est une des questions à laquelle j'aimerais une réponse dans les épisodes à venir, hein, de toute façon. Là, ça se déroule très bien, l'histoire avance toujours. Je veux dire, là, déjà, Brainiac a pris le contrôle de Kandor, techniquement. Alors, il a pris le contrôle de la plus haute autorité de Kandor, donc quand même, il est déjà très bien placé. Il s'est mis dans une position de victoire, quand même, là. Donc, j'attends la suite avec impatience, et j'aurais adoré voir une série Inhumans dans ce genre-là.
Mais je suis content que ce soit la série Krypton après tout. Et sur ce, au revoir.